Bonjour. On ne se connaît pas, mais je sais que nous avons un point en commun. Nous adorons les nouvelles technologies. Si on regarde un peu à droite, à gauche. J'ai le haut-parleur en Bluetooth dans le doigt. Et nous sommes connectés en permanence. Twitter, Google et Apple ont changé nos vies. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, parle d'égal à égal avec Obama. Je m'appelle Barack Obama et je suis celui qui a réussi à convaincre Mark de mettre une cravate et une veste. Les chefs d'État du monde entier viennent en pèlerinage dans la Silicon Valley. C'est ici, en Californie, à San Francisco, que s'invente le monde de demain, celui du 21e siècle. C'est ici qu'une révolution s'est initiée à travers les nouvelles technologies. Derrière cette révolution technologique se cache une autre révolution, plus politique. Les ingénieurs de la Silicon Valley ne fabriquent pas que des machines, ils rêvent de reprogrammer notre système. Il existe de meilleures formes de gouvernement que ceux que nous avons aujourd'hui, mieux que la démocratie, en utilisant les nouvelles technologies. Un meilleur des mondes, avec moins d'impôts, moins de services publics, moins de frontières et moins de gouvernement. Mon enquête commence à San Francisco. Depuis toujours, c'est une ville à part aux États-Unis. Lieu de naissance du mouvement hippie dans les années 60, c'est la ville de toutes les libertés, du mouvement gay et de la contre-culture. Elle est aussi le berceau des nouvelles technologies. Thank you. Je m'installe dans une petite maison à quelques kilomètres du centre-ville. Sinon, tu le prendras avec le micro de la caméra. Pour obtenir une autorisation de tournage, j'appelle le service de presse de Google. Ça commence mal, je tombe sur une messagerie. Vous êtes sur le répondeur de Google, laissez un message. Oui, je vous appelle pour savoir si vous pouvez répondre à ma demande d'interview d'un attaché de presse de Google. Merci, au revoir. Vous êtes sur le répondeur d'Apple, laissez un message. Bonjour Maggie, désolé de vous déranger à nouveau, c'est Hugo, le journaliste français de la télévision Canal+. Vous êtes sur le répondeur de Twitter, laissez un message. Twitter, Facebook, Apple, personne ne me rappellera jamais. Je décide d'aller tenter ma chance sur place. Mountain View, à 40 km de San Francisco. Le siège social de Google s'étend sur 40 km². Les salariés circulent en vélo d'un bâtiment à l'autre. « 50 000 employés dans le monde, dont 1200 qui sont millionnaires. Google est aujourd'hui la marque la mieux cotée au monde. Chaque jour, des centaines de touristes se font photographier devant la porte principale et les cookies géants en plâtre. Cette famille est arrivée ce matin de Caroline du Nord. Mon fils a 12 ans et tous ses copains lui ont dit « Oh mon Dieu, si tu vas à San Francisco, tu dois aller voir le campus de Google. » Alors, tu te sens comment ici? C'est excitant d'être ici parce que Google, c'est mon navigateur sur Internet depuis longtemps. Et y être en vrai, c'est cool.
C'est mieux que Disneyland? Oui, monsieur. On peut faire un tour dans les bureaux? Non, non, vous devez être avec quelqu'un. Vous travaillez ici? Je vous paye pour faire un tour. Allez! Sans badge, on ne peut pas entrer? Non. Vous ne pouvez pas vous promener tout seul. La sécurité va vous attraper. Ah, il y a une sécurité Google. Oui. Donc on peut circuler librement dehors, mais pas à l'intérieur. Oui, mais même si vous restez dehors, il faut être prudent. La sécurité de Google peut vous jeter à tout moment. Par exemple, s'ils vous voient vous promener et que vous dites que vous n'êtes pas accompagné, ils vont vous demander de partir. D'accord, et si on est journaliste, alors dans ces cas-là, ça se passe comment? Vous êtes journaliste? Non. Mauvaise idée. Vous allez devoir partir. Et je ne peux pas vous emmener à l'intérieur, c'est sûr. En effet, des patrouilles Google font des rondes. Au bout de 10 minutes, un vigile à vélo nous repère et nous interpelle. Hello. Nous enregistrons discrètement. Vous filmez des employés? Pourquoi? N'approchez personne, ne parlez à personne et surtout pas aux employés, sinon vous êtes viré, ok? On a l'impression d'être une grande menace. C'est notre protocole ici à Google. Donc quelqu'un va vous surveiller en permanence. Et où est la sécurité qui va nous surveiller? Partout. C'est des caméras? Des caméras et des personnes. Nous rentrons à San Francisco. Et en chemin, nous recevons un email de Google qui nous dit qu'ils n'ont pas de porte-parole disponible pour le moment, donc ils ne communiquent pas. C'est pas une grande surprise. La seule entreprise de la Silicon Valley qui nous a ouvert ses portes, c'est Airbnb, le numéro 1 mondial de la location d'appartements sur Internet. Bonjour, nous avons rendez-vous. Signez ici, je vous en prie. Airbnb, ou la vie rêvée dans une start-up californienne. On va monter à la salle à manger. Lisa Dubost, une franco-danoise de la direction des ressources humaines, nous fait le tour du propriétaire. Et c'est une salle de réunion qui est assez spacieuse et qui permet. Bienvenue dans le temple du cool. Ici, c'est une autre salle de réunion, c'est une salle de démo en fait, mais qu'on utilise pour le yoga 3 fois par semaine. Donc comme vous pouvez le voir, on a des tapis de yoga ici. Donc ici, c'est un environnement que nos ingénieurs, que certains de nos ingénieurs ont créé eux-mêmes. Il y a une boule à facettes, il y a des guitares accrochées au mur. Il n'y a pas trop de lumière du jour. Moi, c'est pas une salle dans laquelle j'aurais envie de travailler, mais ici, sent bien. Et il y a toute une culture autour de la Nerd Cave. Avec, ça, c'est du laser printing. Ils ont imprimé les yeux de Dan, qui est un de nos ingénieurs, sur toast. Je sais, enfin. Ils ont imprimé. Alors tu peux. C'est de l'impression. C'est de l'impression laser, je crois. D'accord. Le truc qu'ils font le soir. Je vais vous montrer le petit déjeuner. Ouais. Tout est fait maison, tout est fait ici sur place, donc par nos chefs ici dans la cuisine. On travaille avec des prestataires locaux, des fournisseurs locaux, des fermiers locaux pour tout ce qui est fruits, légumes, viande, également poisson. C'est bio, absolument. Allez. Chaque jour, l'entreprise fournit les 3 repas gratuitement à ses 600 employés. Plus besoin de rentrer chez soi. Donc en effet, j'ai tendance à en tout cas prendre petit déjeuner et déjeuner et la plupart de mes dîners ici, plutôt que de sortir dîner en ville. Étant donné que je suis ici, c'est bon. Mais du coup, tu rentres jamais chez toi, quoi. Disons que dans mon frigo, il n'y a pas grand-chose. Du champagne français, bien sûr. Là, je plaisante. Les salariés vivent en vase clos, travaillent parfois 7 jours sur 7. Mais pour Lisa, aucun problème. On ne compte pas les heures ici. Je pense que si on pointait, ce ne serait pas au bénéfice de l'entreprise, parce qu'on ne compte pas nos heures. Ici, c'est tous ensemble, mais chacun pour soi. Il y a des syndicats ici, comme en France? Non. Enfin, je pense que c'est différent. Les syndicats, c'est les... comment ça s'appelle? BECA.
c'est la responsable de communication qui prend le relais. En France, tu sais, il y a des gens qui s'occupent des employés. Par exemple, s'ils ont un problème personnel dans leur vie? Non, par exemple, s'ils sont virés et qu'ils pensent que la raison n'est pas valable. Ici, on parle directement aux avocats, non? Oui, ici, on n'a pas ça. Pourtant, ça a l'air cool. Il n'y a pas de syndicat, non. Ici, les salariés n'ont pas de syndicat, mais ils ont de bons salaires. Chez Airbnb, on commence à 7 000 $ par mois. Chez Facebook, à 9 000. La high-tech a fait la fortune de San Francisco. La ville compte aujourd'hui 11 milliardaires. Mais ce que ne disent jamais les géants du net, c'est que la pauvreté aussi s'est accrue dans la région. 20% de la population vit avec moins d'$1 par jour. Le nombre de SDF a augmenté de 25% en 2 ans. L'économie virtuelle crée très peu d'emplois. Et avec l'inflation des salaires, le prix de l'immobilier a explosé. En moins d'1 an, certains loyers ont doublé. 8 500 € pour un 3 pièces. Résultat, les plus pauvres n'arrivent plus à se loger et se font expulser. Sur cette carte de la ville, chaque point rouge représente une famille expulsée. Pour la seule année 2013, les chiffres ont augmenté de 25%. Voilà mon immeuble, je vis au dernier étage. Johnny, par exemple, vit en dessous, Claudia et son enfant juste en bas. L'expulsion, c'est aussi ce qui menace Evan. Il est professeur de sciences et gagne correctement sa vie. Mais sa maison dans le quartier populaire de Mission vient d'être rachetée à titre personnel par un avocat de Google. Le nouveau propriétaire s'est servi d'un petit acte de loi sur le logement. Il permet à ceux qui acquièrent un bien locatif et qui déclarent ensuite ne plus vouloir louer d'appartement d'expulser rapidement les habitants. Pourtant, dans la charte éthique de Google, ils disent qu'ils veulent être de bons voisins et avoir un comportement responsable là où ils vivent et là où ils travaillent. La plupart des autres industries ne disent pas ça. Eux, oui, ils le disent. Donc d'un côté, ils me donnent de l'espoir, mais de l'autre, puisqu'ils ne le font pas, ça me déçoit encore plus. La maison fait 3 étages. Les 7 familles qui y habitent sont en instance d'expulsion. À moins qu'ils soient vraiment riches, les gens ne peuvent plus payer les loyers ici. Donc un professeur comme moi, un chauffeur de taxi, un artiste, un pompier, un employé de café, tous ceux qui ont un métier qui ne les rend pas riches, mais qui aide à rendre cette ville meilleure, eh bien tous ces gens vont devoir partir. C'est dimanche, une chance peut-être pour parler avec le nouveau propriétaire. En attendant que tout le monde s'en aille, il habite un appartement du 2e étage. Personne ne répond. Ce cadre de Google a installé une caméra de surveillance dans le couloir pour préserver sa tranquillité. Tout le quartier populaire de Mission est en train de se transformer à toute vitesse en zone résidentielle pour millionnaires du net. Au bout de la rue, voici la maison encore en travaux de Mark Zuckerberg. Le jeune patron de Facebook vient d'acheter cette demeure pour 10 millions $. À 2 pas de là, une agence immobilière commercialise ce nouvel immeuble design. Voici donc l'immeuble. Il s'appelle Vida. Nous avons 114 nouveaux appartements et il fait 8 étages. Il est constitué d'acier et de béton et le chantier sera fini dans 3 mois. Dans son bureau en miniature, Wendy Novia, la responsable, a recréé l'endroit dont elle rêve. Les SDF sont remplacés par des cabriolets bien garés, dans une rue bien propre. Ici, Wendy vise une clientèle précise, l'élite de la high-tech. Elle a déjà vendu la moitié des biens.
Voilà la cuisine. Ici, il y a une prise. Vous pouvez ranger votre smartphone, votre portable. Car à San Francisco, beaucoup de gens travaillent dans le domaine des nouvelles technologies. Et même quand ils sont chez eux, ils travaillent beaucoup. Donc, ils utilisent ça comme un comptoir. Et puis le soir, ils rangent l'ordinateur en dessous. Donc c'est vraiment pensé pour les employés des nouvelles technologies. Absolument. Vous savez, près de 90% de nos clients viennent de cette industrie. Nous avons des gens de Facebook, Google, Twitter, Uber. Pour ce petit 2 pièces, il faut compter 700 000 € au minimum. Au dernier étage, le penthouse se vend 1,8 million. Des tarifs qui excluent évidemment les habitants du quartier. Est-ce que les gens du quartier peuvent se payer un tel appartement? C'est cher ici pour eux, non? Oui, c'est vrai. Donc, ils doivent trouver un boulot avec un meilleur salaire pour pouvoir se payer ça. La plupart des gens du quartier ne peuvent pas se le permettre. Régulièrement, les habitants manifestent devant cet immeuble qui est devenu le symbole de la colonisation du quartier par l'argent. Mon histoire est très banale ici à Mission, mais ces compagnies ne veulent pas l'entendre. Ça ne les intéresse vraiment pas du tout. Moi, je suis inquiète pour mes petits frères. De quoi va hériter la prochaine génération? Ils vont devoir vivre avec des gens qui ne se mélangent pas du tout avec eux, qui les regardent de haut, et c'est vraiment terrible. Les géants du net n'ont jamais voulu répondre aux mises en cause des habitants. Mais nous avons trouvé un homme qui représente Facebook, Twitter et Airbnb et qui est prêt à parler. C'est un lobbyiste, Alex Turk. Il minimise l'impact négatif des nouveaux riches sur la ville. On ne peut pas plaire à tout le monde, ici à San Francisco comme dans n'importe quelle autre ville. C'est vrai que c'est cher de vivre ici, qu'il y a beaucoup d'inégalités, mais ça existait déjà avant l'arrivée des géants du net. Oui, mais ces compagnies ont fait exploser les prix du marché. Oui, ils ont leur part de responsabilité. Mais ça a toujours été une ville chère, qui attire des gens du monde entier. Certaines compagnies du net sont accusées de ne pas redistribuer les richesses. Il faudrait que ça s'améliore, non? Oui, c'est vrai. Et ils essayent chaque jour de mieux faire. Mais vous savez, ça fait des années que je travaille au quotidien avec ces gens. Et ils sont concentrés sur leur travail, leurs produits, sur leur envie d'aller plus loin. Ce n'est pas qu'ils s'en foutent ou qu'ils n'aient pas envie d'aider, mais ils sont tellement occupés. Ce sont des entrepreneurs qui travaillent 24 heures sur 24. Les nouveaux oligarques du net ne se contentent pas de privatiser des quartiers de San Francisco. Ils privatisent aussi les services publics de la ville. Regardez bien ces bus qui sillonnent San Francisco. Ils ramassent leurs passagers aux arrêts municipaux. À première vue, des transports en commun comme les autres. Mais en fait, ils appartiennent à Google, Facebook ou Apple. Seuls les cadres de la Silicon Valley ont le droit de monter dans ces navettes privées. À l'intérieur, siège en cuir et Wi-Fi gratuit. Métro boulot dodo, version 4 étoiles. Ces bus sont devenus un sujet tabou à San Francisco. Pour avoir des éléments d'information, nous tournerons à distance. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. C'est bon. Okay. Bonjour. Vous attendez le Google Bus? Oui. Je suis journaliste français. Je peux vous poser des questions sur ces bus? Désolé, je ne peux vous donner aucune information. Pardon? Je ne peux vous donner aucune information. Comme je vous l'ai dit, envoyez un mail à presse@google.com.
Mais vous avez des ordres pour ne pas parler? Si vous avez des questions, envoyez-les au service presse. Mais là, je vous pose une question. Et je ne vous réponds pas. D'accord, vous me dites d'envoyer un email, c'est ça? Pour tenter d'en savoir plus, je change de trottoir. Je me glisse dans une file d'attente d'un bus Apple. Les tensions qu'il y a eu, c'est à cause des bus privés, c'est ça? Oui. Il faudrait que cela reste vivable pour les gens du coin. Ils ne veulent pas perdre l'âme du quartier, mais c'est compliqué. Au bout de quelques minutes, l'employée s'aperçoit qu'elle est filmée. Elle panique. Ce gars qui filme au coin de la rue, il est avec vous? Ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de mon boulot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne montrez pas mon visage. Si le sujet est sensible, c'est que ces bus privés font polémique à San Francisco. Aujourd'hui, les bus publics avec la bande rouge sont obligés d'attendre en double file. Beaucoup d'habitants dénoncent l'utilisation d'infrastructures municipales au seul bénéfice des employés de la Silicon Valley. Il y a quelques mois, des riverains en colère ont pris d'assaut les navettes privées. Hé, on a notre carte de transport public pour monter dans le bus. Descendez d'ici, c'est un bus privé. Dégagez, c'est un bus privé. C'est un bus privé. Dégagez. Je dis que c'est un bus privé. Sortez du bus. D'autres bloquent les navettes, déguisées aux couleurs de Google. Le pire, c'est que le stationnement de ces navettes privées sur des arrêts publics est illégal et passible d'une contravention de 271 $. Selon ces manifestants, les géants du net ont une dette d'1 milliard de dollars de contravention envers la collectivité. Une dette que la ville n'a jamais réclamée. Pour tenter d'apaiser les esprits, Google a mis au point une liste d'arguments, des éléments de langage à l'usage des salariés. Donc dans ce document interne de Google, on leur propose par exemple de dire « Mon bus permet à mes collègues et moi de moins polluer en laissant notre voiture au garage » ou « Je suis très fier de vivre à San Francisco et de faire partie de la communauté » ou encore « Je prends le bus, j'habite à San Francisco et je fais du volontariat ». Aujourd'hui, situation impensable il y a quelques années, Google n'est plus très bien vu à San Francisco. Dans certains bars, les signes ostentatoires de technologie ne sont plus autorisés. Sarah Slocum en a fait l'amère expérience. Cette consultante en nouvelles technologies ne quitte jamais ses Google Glass. Je peux vous envoyer un email tout de suite. Bonjour Hugo, bonne journée à San Mateo. Et là, je vous filme en train de me filmer. L'année dernière, Sarah entre dans un bar avec ses lunettes Google. Les clients la prennent directement à partie. Elle se met à filmer. Tu tues la ville. Ne me touchez pas, ou je vous fais un procès. Je filme, hein? Allez, casse-toi! Je pense qu'ils m'ont pris pour une cadre de Google, très riche. Il y a beaucoup de colère et de ressentiment. C'est vu comme un symbole de cette élite de la tech. Donc, depuis mon agression, j'ai toujours mon taser électrique avec moi. Ça fait peur aux gens, ça peut les paralyser et les choquer. Sarah a été la première victime publique des nouvelles technologies. Depuis, d'autres agressions ont eu lieu. Dans la Silicon Valley, les géants du net ne se contentent pas de privatiser les transports publics. Certains voient plus loin. Ils ont commencé à privatiser la police. Bienvenue à Menlo Park, à une trentaine de kilomètres de San Francisco. Une petite ville de 29 000 habitants,
où se trouve le quartier général de Facebook. À 2 pas, le géant des réseaux sociaux a financé un commissariat de 4 personnes. 300 000 $ pour le bail et la décoration. Le commissaire Bertini, porte-parole de la police locale, nous fait la visite. Comme vous pouvez le voir, notre commissariat est décoré dans le pur style de Facebook. Par exemple, une de leurs marques de fabrique, c'est que rien n'est figé, car ils s'agrandissent tout le temps. Voilà, c'est vraiment leur style. Et où est le quartier général de Facebook? Eh bien, le quartier général est à un pâté de maison d'ici. Mais ils construisent en ce moment un nouveau campus et il est juste derrière nous ici. Là. Et vous pouvez nous le montrer? Oui. Il faut sortir et si vous regardez juste là au coin, c'est le nouveau siège qui est en construction. Le terrain de Facebook commence derrière cette barrière. Dans quelques mois, de nouveaux bâtiments vont pousser sur ce terrain vague. Donc c'est aussi pour ça que Facebook voulait que le poste de police soit ici. Oui, exactement. Et l'autre chose... Mais donc ce n'est pas seulement pour être un bon voisin, c'est aussi pour leurs propres intérêts. Oui, tout à fait. Disons que c'est une situation gagnant-gagnant, c'est sûr. La police est-elle devenue l'agent de sécurité de Facebook? Vous n'avez pas l'impression d'avoir été acheté par Facebook? On m'a déjà demandé si Facebook reçoit un traitement de faveur, mais il n'y a aucun quiproquo. Nous n'avons jamais proposé ça et ils ne l'ont jamais demandé. Ils font ça juste pour être de bons voisins. De bons voisins qui ne se sont pas contentés de rénover les locaux de la police. Nous nous sommes procuré le contrat de travail de la chef de poste, l'officier Marie Ferguson. Et la surprise, il est précisé que le salaire de l'officier sera payé par Facebook. 200 000 $ par an. Facebook est généreux. C'est le double du salaire habituel d'un policier. Marie Ferguson est le premier officier de police aux États-Unis dont le salaire n'est pas payé par les finances publiques, mais par une compagnie privée. Officiellement, elle est une policière comme les autres. Mais son employeur lui a quand même demandé un petit extra. La seule chose que Facebook a demandé pour mon poste, c'est de créer un plan d'évacuation pour les employés en cas de violence. C'est un nouveau plan? Oui, c'est un nouveau plan, car c'est fait sur mesure, juste pour ce campus. Vous savez, il est très grand. Et vous le faites pour d'autres sociétés? Si d'autres sociétés le veulent, on le fera. Certaines ont exprimé un intérêt, donc on va le mettre en place. Mais vous commencez avec Facebook, n'est-ce pas? Oui, car il faut bien commencer quelque part. Les millions de dollars des géants du net arrangent bien les pouvoirs publics, dont les finances sont à sec. Les caisses de la ville sont vides et ça ne va pas s'arranger. Car à San Francisco, certaines multinationales de la Silicon Valley ne veulent plus payer d'impôts locaux. C'est le cas de Twitter. En 2011, la firme a menacé de quitter San Francisco si elle n'obtenait pas d'exemption d'impôts locaux pour tous ses nouveaux employés pour les 6 années à venir. Une perte pour la ville estimée à plus de 50 millions de $. Les syndicats de services publics sont en colère. Ils estiment que la collectivité est lésée. Je vous présente Larry Bradshaw, il est ambulancier à San Francisco. Bonjour, merci à tous d'être là. Vous savez, ça fait 20 ans que je travaille pour la ville, et quelque chose de bizarre se passe ici. On a l'impression que moins vous gagnez d'argent, plus la mairie vous dit c'est trop. En revanche, si vous vous appelez Twitter, si votre prix est estimé à 36 milliards de dollars, que vous avez levé 2 milliards de dollars à la bourse l'année dernière, alors la mairie change de ton et vous dit « Combien peut-on vous donner en plus ?» Est-ce que cela vous va? Vous êtes d'accord?
La mairie ne communique pas sur les montants de ces exemptions de charges entre amis. Elle ne veut pas que le public sache. Mais en creusant de notre côté, nous savons que pour cette seule année, Twitter économise 56 millions de dollars d'impôts locaux qu'elle ne reverse pas à la ville. Selon les syndicats, ce cadeau fiscal à Twitter a des effets très concrets sur la vie de tous les jours des habitants de San Francisco. Au département de la santé publique, il y a 120 postes d'infirmières vacants. 120 postes qui sont supposés être payés par la ville, mais qu'elle ne peut pas payer par manque d'argent. Donc on donne des millions à des sociétés de technologie, pendant que ces postes d'infirmières, eux, restent vides. Pourquoi la mairie de San Francisco a-t-elle cédé à la pression de Twitter? Ed Lee, le maire de la ville, n'a pas souhaité nous répondre. C'est son conseiller économique qui nous reçoit. How's it going? Very good. How are you? Hello. Nice to Good seeing you. Oh, thanks. Vous croyez vraiment qu'une société qui amasse des milliards de dollars doit s'abstenir de payer des impôts locaux? La question plus pertinente, c'est de savoir si ça valait le coup au vu de la revitalisation économique que l'on connaît aujourd'hui. Avant, Twitter était affecté par les impôts qu'il devait reverser à la ville. Aujourd'hui, tout cela est modifié. Mais à l'époque, ils nous ont fait comprendre qu'ils allaient quitter San Francisco à cause de ce système de taxes trop punitif. Mais ces compagnies sont très riches. Est-ce qu'elles ne pourraient pas donner un peu plus pour la ville? Elles font déjà des choses. Pourraient-elles faire plus? Bien sûr. Et nous le voudrions, mais au final, c'est à chaque compagnie de décider ce qu'elle veut faire. Et nous essayons de leur faciliter la tâche. S'ils avaient bougé dans une autre ville, nous n'aurions de toute façon pas profité de l'argent qu'ils génèrent dans le quartier où ils sont installés. Par exemple, des petits commerces qu'ils font vivre en allant déjeuner dans le quartier ou prendre un café, ou les entreprises de services avec qui ils travaillent. La présence du géant a-t-elle un impact dans le quartier? Pas tant que ça. Les salariés de Twitter vivent en quasi-autarcie, dans une forteresse. À l'intérieur, un restaurant gastronomique entièrement gratuit pour les salariés. Pour se détendre, un jardin arboré sur la terrasse. Pour poser mes questions à Twitter, j'ai tout essayé. Les traditionnels emails aux attachés de presse, sans succès. Les coups de fil. Vous êtes sur le répondeur de Twitter. Laissez un message. Finalement, je me suis rendu à leur siège. Est-ce qu'on pourrait parler avec quelqu'un de la communication de Twitter? Vous savez qu'il faut envoyer un mail? On en a envoyé plein. Ils savent qu'on veut une interview, mais ils ne répondent pas. Vous pouvez leur dire que la télévision française est là? La suite, vous connaissez. Ils vont nous rappeler. Au final, j'ai tweeté Twitter. Bonjour Twitter, avez-vous respecté vos engagements auprès de la ville? Et pourquoi ne payez-vous pas d'impôts locaux? Et j'attends toujours leur réponse. En tous les cas, Twitter a ouvert la voie. Désormais à San Francisco, une dizaine d'autres compagnies de la high-tech ne payent plus d'impôts locaux. Les impôts, c'est la hantise des géants du net. La plupart des multinationales pratiquent l'évasion fiscale à grande échelle, ce qu'elles appellent de l'optimisation fiscale, des mécanismes tout à fait légaux qui permettent d'échapper à l'impôt. Le champion toute catégorie, c'est Apple. En 2011, un rapport du Sénat américain a épinglé officiellement une filiale du géant à la pomme, AOI, pour Apple Operations International. Ils sont installés en Irlande. Donc ici, il est écrit que Apple Opérations Internationales ont engrangé 30 milliards de bénéfices en 5 ans
et que sur ces 30 milliards de bénéfices, ils n'ont payé aucun impôt. 30 milliards de dollars nets d'impôts. Un petit tour de magie qui ne doit rien au hasard. Démonstration. AOI est une filiale d'Apple, basée à Cork, en Irlande. Ses revenus proviennent de différentes activités très lucratives en Asie, en Inde ou au Moyen-Orient. Du côté des impôts américains, AOI n'est pas taxable, car le fisc américain ne peut taxer que les sociétés dont le siège réside aux États-Unis. Mais AOI n'est pas taxable non plus en Irlande, car ses réunions stratégiques ont toutes lieu aux États-Unis dans la Silicon Valley. Et pour le fisc irlandais, ce qui compte, c'est l'endroit où sont prises les décisions les plus importantes. Du point de vue fiscal, AOI est donc un fantôme, il n'existe nulle part. Ce fantôme fiscal a tout de même un visage. Cathy Kearney, la directrice et unique employée d'AOI, une Irlandaise de 50 ans. J'ai contacté Apple pour l'interviewer. Malheureusement, Cathy ne sera pas disponible pour une interview. Le service de presse a refusé. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on leur demande de les interviewer, ils nous répondent par la négative tout de suite, mais après ils nous posent plein de questions sur ce qu'on veut faire, sur le titre de l'émission, sur la durée, sur la date de diffusion, sur l'angle exact du sujet. Donc en réalité, moi qui demande une interview, c'est moi qui deviens interviewé, quoi. Pour tenter d'interviewer Cathy Kearney, je me rends en Irlande. Ce petit pays a l'un des taux d'imposition les plus bas d'Europe. Pour en profiter, plusieurs géants du net y ont installé leur siège européen. Facebook, Google et bien sûr Apple, dont le siège est basé dans la petite ville de Cork. Je me suis procuré le registre du commerce de la ville. En Irlande, Cathy Kearney est bien la seule employée d'AOI, la filiale aux 30 milliards de dollars de revenus. L'adresse d'AOI se trouve au siège d'Apple. Je m'y rends. Sur le parking, je croise des employés des autres filiales d'Apple. Personne ne semble connaître Cathy Kearney, la femme qui valait 30 milliards. Vous travaillez chez Apple? You know Cathy Kearney? Vous connaissez Cathy Kearney? C'est elle. Non, je suis désolé. Mais elle est la patronne de Apple Operations International. Ah, d'accord. Vous connaissez Cathy Kearney? Vous savez qui c'est? Cathy Kearney? No, you don't know. Okay. Mais vous êtes qui? Je suis journaliste. Je cherche la directrice de Apple Operations International. Vous la connaissez? You don't know? Eh oh! Avec son unique employée irlandaise, AOI est une coquille vide qui permet à Apple de ne pas payer d'impôts. Pour que cela soit légal, il leur fallait une employée de nationalité irlandaise. Cathy Kearney, une ancienne comptable, faisait l'affaire. Nous interrogeons Madame la maire de Cork sur la présence de la filiale d'Apple dans sa ville. Est-ce que c'est elle, Cathy Kearney? Oui, je pense bien, oui. Je sais qu'elle a un très haut poste chez Apple. Mais vous savez ce qu'elle fait concrètement? Elle est présidente, j'imagine. Elle s'occupe d'une filiale d'Apple qui a fait un profit de 30 milliards de dollars en 4 ans, mais qui n'a pas d'employés. Oh, c'est fantastique, quelqu'un qui a ce genre de capacité. Vous pensez que c'est possible? Ça doit être une femme très intelligente. Je la connais pas bien, j'étais pas au courant, mais elle doit être une grande entrepreneuse. Ah oui, très grande, oui. Oui, très grande. Nous ne pouvons pas être responsables des sociétés qui sont contrôlées et dirigées en dehors de notre pays. Mais elle devrait payer des impôts, non? Oui, je suppose. Mais vous savez, le gouvernement est heureux comme ça, tout comme les impôts. Ces compagnies n'ont pas de privilèges spéciaux ici, et nous sommes prêts à accueillir toute institution internationale qui voudrait le vérifier. Ce que je sais, c'est que nous ne violons aucune règle ou aucune loi. En Irlande, tout le monde s'y retrouve. Mais aux États-Unis,
Les pratiques fiscales d'Apple commencent à faire grincer des dents. En 2013, le Sénat a convoqué Tim Cook, le PDG d'Apple, devant une commission d'enquête pour lui demander des comptes sur ses filiales irlandaises. Jurez de dire la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Nous sommes fiers d'être une société américaine et également fiers de notre contribution à l'économie américaine. Nous payons tous les impôts que nous devons, chaque dollar. Nous ne respectons pas seulement les lois, mais aussi l'esprit des lois. Cette belle profession de foi n'a pas vraiment convaincu Carl Levin, le sénateur démocrate qui présidait la commission. Vous avez transféré une partie des bénéfices de votre poule aux œufs d'or en Irlande. Vous l'avez transféré dans des filiales qui ne payent pas de taxes là-bas. Car en fait, elles n'existent même pas en termes de législation fiscale. Mais ces tactiques d'évasion fiscale que nous mettons ici en lumière font beaucoup de mal. Elles déchargent le poids de ce que doit Apple sur le dos des contribuables, surtout les classes moyennes, les petites entreprises. Et enfin, ce manque à gagner aggrave notre énorme déficit budgétaire. À ce jour, aucune action légale n'a été engagée par l'État. Les géants du net, eux, se désolidarisent de plus en plus de lois qu'ils considèrent obsolètes. Sur le siège de Facebook, ce n'est pas le drapeau américain qui flotte, mais celui des pirates. Tout un symbole. Les bandits des mers ne connaissaient pas de frontières, les géants du net non plus. Pour Mark Zuckerberg, les frontières des États sont devenues des entraves au business. Des entraves qu'il faut abolir. Pour cela, il a créé un groupe de pression, financé par tout le gratin des nouvelles technologies. Bill Gates, Monsieur Microsoft, Marissa Mayer, Madame Yahoo, ou Reid Hoffman, le patron de LinkedIn. Ce groupe de pression s'appelle Forward Us. Il est animé par Todd Schultz, un ancien de l'équipe Obama. Leur credo, moins de frontières et plus d'immigration, mais une immigration choisie. Notre pays se portera mieux si on peut faire venir plus d'ingénieurs qualifiés de partout dans le monde. Ce que l'on entend dans les discussions et ce qui est confirmé étude après étude, c'est que c'est dur de trouver des ingénieurs américains qualifiés ici. Pas assez d'ingénieurs américains. Ce n'est pas ce que dit une étude très sérieuse, publiée par le think tank EPI. Cette étude affirme que la moitié seulement des ingénieurs américains qualifiés travaillent. Vous pouvez la voir ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne m'attendais pas à ça. Non, je ne vois pas ça comme ça. Il y a sûrement des choses... Bon, nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que les ingénieurs qui viennent de l'étranger soient utilisés d'une bonne manière. Si les géants du net tiennent tant à faire venir des ingénieurs de l'étranger, c'est surtout pour des raisons économiques. Les Indiens et les Chinois seraient payés 20% moins cher, toujours selon l'étude du think tank. Le lobby Forward Us se développe à toute vitesse. Après 18 mois d'existence, il ouvre son 8e bureau dans le pays. Bienvenue à tous pour le lancement du bureau de Forward Us à San Francisco. Je suis très contente. Dans cette fête d'inauguration, des dizaines de jeunes volontaires venus des startups du coin. Leur ambition, reprogrammer le système. On ne peut pas se satisfaire de cette médiocrité, de ce système obsolète qu'on nous propose.
C'est pour ça que Forward Us veut organiser la communauté des nouvelles technologies. Car nous pensons que s'il existe un groupe capable de construire un système nouveau, eh bien, c'est nous, un groupe de rêveurs et de bâtisseurs. Moins de frontières, moins d'impôts. Leur rêve est de remplacer les citoyens par des followers. Ce nouveau monde, un homme l'incarne mieux que quiconque. Tim Draper, un investisseur qui est devenu milliardaire grâce à Skype et Hotmail. À longueur de colloques, il dénonce le rôle de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement dit « tu travailles pour moi ». Donc nous sommes passés d'un pays très libre à un pays qui évolue de plus en plus vers l'esclavage. Quand ton gouvernement te force à travailler pour lui, eh bien tu deviens son esclave. Pour échapper à cet esclavage, Tim Draper a une solution radicale. Il prône la sécession de la Silicon Valley. Avantage, toute la richesse générée par les géants du net ne bénéficierait plus qu'aux 2 millions d'habitants de la région. San José. Ce jour-là, Tim Draper participe à un salon de nouvelles technologies. Nous tentons une première approche. Non, je ne peux pas vous parler. Je dois monter sur scène. tim@draper.vc si vous avez besoin de mon email. Sur scène, Jared Leto. Acteur oscarisé, investisseur important dans les nouvelles technologies. Je pense que les nouvelles technologies prennent une grande part dans nos vies et rendent un grand service au monde. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vendu de la drogue quand j'étais ado, mais tout ça m'intéresse, car je suis un entrepreneur. Mais aujourd'hui, l'acteur oscarisé n'est qu'un chauffeur de salle. La véritable star, c'est Tim Draper. Je ne crois pas que j'ai besoin de vous présenter cet homme assis à ma gauche. Comme d'habitude sur scène, Tim Draper s'en prend à son ennemi numéro 1, l'État. Si vous allez dans n'importe quel bureau du gouvernement, il suffit de regarder les ordinateurs et les looks. Vous allez voir, ils vivent tous dans les années 90. On ne doit pas laisser ça arriver. Ce monopole a besoin d'être remplacé. Fin du show, j'attrape Tim Draper à sa sortie de scène. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Silicon Valley ait besoin de l'État? Je pense que le gouvernement est important pour toute société. Mais un gouvernement en concurrence avec d'autres serait beaucoup plus efficace qu'un gouvernement feignant, qui se repose sur son monopole. Et si la Silicon Valley devient indépendante, est-ce que vous allez payer des impôts? Vous voulez savoir comment l'argent serait réparti? Eh bien, les dirigeants que nous choisirons pourront enfin décider où ira notre argent. Ils diront, nous avons gagné cette quantité d'argent, combien nous voulons payer en impôts? Je ne comprends pas le sens de votre question. Vous pensez d'une manière obsolète, où l'argent doit aller au gouvernement français qui décide qui va en bénéficier. Ça crée une culture du besoin, au lieu d'une culture d'opportunité. C'est une culture de feignants, au lieu de gens agressifs et dynamiques. Allez les Français, battez-vous. La sécession, c'est bien. Mais la fin des pays, ce serait encore mieux. Bonjour. C'est l'idée de Patrick Friedman, petit-fils de prix Nobel d'économie et programmateur star chez Google.
Aujourd'hui, les gens sont plus heureux avec leur voiture ou leur smartphone qu'avec leur gouvernement. Donc notre premier point commun, c'est qu'on trouve tous que le gouvernement actuel ne fonctionne pas. Par chance, avec l'explosion d'Internet et l'importance énorme des technologies, nous sommes plutôt riches. Du coup, on peut travailler en ligne depuis une ville flottante, donc tout cela est parfait. Les villes flottantes, c'est la grande idée de Patty Friedman. Il veut les installer au large des États-Unis, dans les eaux internationales, là où elles n'auront plus d'impôts à payer et pourront inventer leurs propres lois. Ce meilleur des mondes pourrait sortir de l'eau au printemps prochain et accueillir environ 300 habitants. Le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal, fait partie du projet. Avec leurs îles, les oligarques du net s'imaginent même redistribuer les cartes de la géopolitique mondiale. Nos villes flottantes sont des solutions scientifiques aux problèmes politiques et de nature humaine. Puisque chaque recoin de la Terre appartient à quelqu'un, pourquoi ne pas s'installer dans l'océan et créer un nouveau pays? De plus, l'océan a quelque chose de particulier dans sa nature physique. Il bouge. Donc si la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou alors Israël et la Palestine, étaient des pays flottants, ils pourraient par exemple bouger chacun de 1000 km et éviter les guerres. Ces idées ne sont plus seulement des utopies de geeks. Grâce à leur fortune, les milliardaires du net ont aujourd'hui les moyens de réaliser leurs ambitions. Et un homme politique défend leurs idées, Rand Paul. Bonsoir. Ce sénateur républicain a été désigné homme le plus intéressant en politique par le très sérieux Time Magazine. Le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement, c'est le problème. Rand Paul est le chef de file des libertariens, ce courant qui prône l'abolition de l'État. Il n'a jamais été aussi puissant aux États-Unis et espère jouer les troubles faites aux prochaines élections présidentielles. Au terme de mon enquête, je vois mon ordinateur un peu différemment. Un outil bien pratique qui a envahi ma vie, mais pas seulement. La révolution entamée par les géants du net il y a 20 ans n'en est sans doute qu'à son début. Et nul ne sait vers quel nouveau monde elle nous conduira.